connaissez sans doute Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. C'est deux classiques du shonen avec respectivement 78 et 84 millions d'exemplaires vendus. C'est un peu mes madeleines de Proust. Yu Yu Hakusho c'est le premier manga que j'ai lu avant même Dragon Ball, et Hunter x Hunter c'est le premier que j'ai commencé à acheter, il y a maintenant plus de 20 ans. Alors autant vous dire que cette vidéo a une signification particulière pour moi. Maintenant, est-ce que vous saviez que ces deux classiques ont été créés par le même auteur, Yoshihiro Togashi? Derrière ces deux monuments du manga shonen se cache un artiste aussi brillant que mystérieux. Un homme au style inimitable, capable de passer du combat frénétique à la philosophie, du rire à la tragédie, parfois dans une seule page. Il est devenu en quelques années l'un des mangaka les plus influents de sa génération. Mais son parcours n'a rien d'un conte de fées, entre stress, douleurs chroniques et pauses interminables. Sa santé l'a souvent éloigné du papier, mais son génie narratif, lui, s'est jamais éteint. Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble l'histoire de Yoshihiro Togashi, de ses débuts à ses chefs-d'œuvre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker si vous voulez soutenir la chaîne, et sur ce, on est parti. Yoshihiro Togashi est né le 27 avril 1966 à Shinjo, dans la préfecture rurale de Yamagata. C'est plutôt connu pour ses temples, ses onsen, ses montagnes enneigées et sa culture de soba. Il grandit dans un environnement assez propice à la créativité. Ses parents tiennent une papeterie à Shinjo, une petite ville provinciale, ce qui le familiarise dès l'enfance avec le papier, les outils de dessin et même les mangas en libre accès dans la boutique. Son père pratique le dessin en hobby et le jeune Yoshihiro s'imprègne naturellement de cet univers. Il est assez précoce puisque dès l'âge de 6 ans, il invente et dessine ses propres héros et monstres sur ses cahiers. Vers 8 ans, il se lie d'amitié avec un camarade qui partage la même passion pour la BD. Ils passent leur temps à créer et à s'échanger leurs petites histoires et développent très tôt leur imaginaire. À l'adolescence, Togashi élargit ses horizons artistiques. Alors qu'il est collégien, il découvre avec fascination certains mangas shoujo, et en particulier les œuvres de Mineo Maya, dont le style narratif rappelle les codes du shonen. Mineo Maya, c'est un mangaka des années 70-80, notamment connu pour son œuvre phare Fatal Hero, qui est considéré comme un des plus anciens shoujo. Séduit par ces histoires, Togashi prend conscience de l'importance de capter l'attention d'un public large. Grâce à des séries comme Urusei Yatsura ou L'Amu de Rumiko Takahashi, qu'il dévore durant sa jeunesse, il apprend comment concevoir des intrigues qui peuvent plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles. Lui qui est de base un fan absolu de shonen, il se met à penser qu'il est peut-être fait pour le shoujo. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il s'intéresse aussi au sport et notamment au baseball, qui est très populaire dans sa région. Même s'il n'en fait pas un pilier dans sa vie, cette passion transparaîtra dans certaines de ses œuvres. Togashi, c'est pas le seul créatif de la famille. Son frère cadet Hideaki deviendra lui aussi mangaka, mais dans un registre très différent. En fait, Hideaki y cible un public plus adulte. Il est notamment l'auteur de Onihime, un manga paru en 2008 chez Rex Comics, et qui est un one-shot qui mêle fantastique et érotisme dans le Japon féodal. C'est un auteur beaucoup plus underground. Pour nourrir sa créativité, Togashi a plein d'influences et de passions. C'est par exemple un grand admirateur de films d'horreur. Il cite Joe et Dawn of the Dead parmi ses longs métrages préférés. C'est notamment ce goût pour le macabre et le surnaturel qui nourrira la création de Yu Yu Hakusho et certaines ambiances dans Hunter x Hunter. Il est aussi fasciné par l'art fantastique de l'artiste suisse Hans Ruedi Giger. Giger, désolé pour la prononciation. Il a découvert son travail de designer en regardant le film Alien. Giger est réputé mondialement pour son univers sombre et biomécanique. Une des plus grandes passions de Togashi, c'est les jeux vidéo. On peut dire que c'est un vrai geek, et il a par exemple un amour profond pour Dragon Quest, le RPG emblématique inspiré de l'univers de Toriyama. Dans une interview en 2008, il a aussi mentionné le jeu Cult Sept, qui est un hybride entre jeu de plateau et jeu de cartes. Les jeux vidéo, c'est une source d'inspiration majeure, et d'ailleurs il en fera tout un arc dans Hunter x Hunter avec Grid Island. Comme la plupart des auteurs, c'est aussi un grand lecteur. Il lit pas mal de romans dans des registres très différents, que ce soit des romans policiers, de la science-fiction ou même des récits historiques. Quand on lui demande quels sont ses favoris, il répond la fantasy, la science-fiction et l'horreur. Pour nourrir ses univers, il s'inspire aussi de ses voyages, notamment en Turquie, en Égypte et en Espagne, où il découvre des paysages qui n'existent pas au Japon, comme par exemple le désert ou certains sites archéologiques. C'est des éléments qu'on retrouvera dans ses œuvres. Entre deux sessions de travail, il aime aussi pratiquer le bowling en famille, ce qui lui permet de se déconnecter et de passer du temps avec ceux qu'il aime. Toutes ces influences montrent bien sa curiosité intellectuelle et l'envie d'explorer différents registres et univers. Quand il débarque au lycée, Togashi affine son talent en rejoignant le club d'art plastique. Même s'il est passionné de dessin, il reste prudent. Il envisage d'abord une carrière en tant que prof d'art plastique. Il intègre donc l'université de Yamagata dans la section pédagogique. Dans le cadre de son cursus, il est amené à faire un stage en école. Et là, il a une prise de conscience. C'est pas un métier fait pour lui. D'abord, il doute de sa capacité à rester objectif avec ses élèves et de pas les influencer. Mais surtout, il n'arrive pas du tout à se projeter dans un train de vie normal, dans une routine de prof. Son rêve de devenir mangaka revient plus fort qu'avant dans son esprit. Il continue quand même son cursus, mais il va se mettre à dessiner beaucoup plus. Pour se donner toutes les chances, il commence à envoyer son travail à des concours.
Et rapidement, ses efforts vont porter leurs fruits. En 1986, il envoie un one-shot au Weekly Shonen Jump. C'est une histoire dans laquelle on suit Todoroki, un garçon impulsif et violent qui veut devenir capitaine de son équipe de baseball. Ça s'appelle Butobi Straight et ça va lui permettre de remporter le prix Tezuka, et il a seulement 20 ans. Je précise ici parce qu'on me l'a fait remarquer sur la dernière vidéo, mais c'est le prix Tezuka de la Shueisha qui récompense les jeunes talents et pas le prix culturel Osamu Tezuka, beaucoup plus prestigieux et qui récompense des œuvres plus établies. Remporter ce prix, c'est un tremplin inespéré pour Togashi. Quand il envoie Butobi Straight, c'est vraiment pour se tester. Il le dira d'ailleurs en interview plus tard. J'ai créé cette œuvre pour postuler au prix Tezuka pour me tester. Si j'y pense maintenant à ce stade, je n'avais pas encore vraiment une bonne technique de dessin. Cependant, à cette époque, je pouvais rester debout 3 jours d'affilée sans problème, et c'était mon arme. À la remise du prix, le jury laisse toujours un commentaire, et il s'avère qu'Osamu Tezuka lui-même en a laissé un pour cette édition. Et voilà ce qu'il dit. Le monde du manga a désormais dépassé sa pleine maturité, et ce nouveau monde entre dans une intersaison à la recherche de nouvelles sensations et de nouvelles orientations. L'enthousiasme des auteurs se voit dans la qualité globale des œuvres. Les œuvres primées dont Butobi Straight, évaluées pour leur capacité à transmettre de manière simple la passion et l'enthousiasme de l'auteur, ont toutes été sélectionnées et débordantes d'affirmations. Il a clairement la validation d'un des pères fondateurs du manga. C'est assez exceptionnel. Grâce au prix Tezuka, il réussit à mettre un premier pied dans le Weekly Shonen Jump. La même année, en 1986, il continue sur sa lancée en créant Sensei wa Toshishita. C'est un one-shot humoristique d'un écolier qui joue le prof auprès de collégiens. Ça n'a jamais été publié, mais on le retrouvera dans le dernier tome de Tende Showaru Cupid, qu'on verra après. Il retente sa chance avec le Jump un an plus tard, en 1987, avec un nouveau one-shot, Jura no Mizuki. On y suit Mizuki, la descendante de la famille Jura, qui va combattre des démons. On peut remarquer qu'on a un style qui se rapproche déjà du Yu Yu Hakusho. Grâce à ce one-shot, il obtient cette fois une mention honorable du concours Upstep Award. Avec ce deuxième prix de la Shueisha, Togashi commence à se faire repérer par les pros du milieu. C'est pendant sa dernière année de fac qu'un rédacteur du Weekly Shonen Jump va le contacter et l'inviter à s'installer à Tokyo pour lancer sa carrière de mangaka. Il fait le grand saut en 1989 et quitte sa ville natale pour s'installer dans la capitale. Les débuts sont assez difficiles. Il n'a pas beaucoup d'économies, ses affaires mettent une semaine à arriver et les premiers temps il utilise même un tiroir en guise de bureau. C'est la vraie galère. Mais il est plus que déterminé et avec cette opportunité avec le Jump, il va rapidement se refaire. Maintenant installé à Tokyo, Togashi publie rapidement ses premiers mangas professionnels. En 1989, il propose une série d'histoires courtes humoristiques qui seront plus tard regroupées dans le recueil Okami Nante Kawakunai. C'est des mini-récits qui lui permettent de se faire la main dans le Weekly Shonen Jump et de retrouver son public. Dans ce recueil, qui est organisé en 6 chapitres, on va trouver les œuvres suivantes. On a d'abord Okami Nante Kawakunai qui a donné le nom au recueil. On suit Takuro, un lycéen qui est un loup-garou. Dans son nouveau lycée, il rencontre Saotome, une fille qui va pas le laisser indifférent. Ensuite, on a 2 histoires courtes du nom de Occulte Tanteidan qui racontent les enquêtes d'un groupe de détectives du paranormal. La 4e histoire, c'est Horror Angel, l'histoire de Kiyosuke, un amateur de films d'horreur, qui va recevoir la visite d'un ange qui va lui proposer d'exaucer 3 de ses vœux. Mais l'histoire qui est le plus sortie du lot et qui est souvent désignée comme sa première œuvre pour le Weekly Shonen Jump, c'est Tonda Birthday Present. On suit Tsuru et son amie d'enfance Mina. Alors que Mina se fait enlever, le grand-père de Tsuru, qui est un savant fou, transforme par erreur la ville en un monde de jeux vidéo. Tsuru devient alors un chevalier qui doit sauver la princesse Mina. Le recueil est publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 20 de 1989, et c'est la première fois que Togashi s'exprime. On peut le voir dans cette note, il déclare « Enchanté de vous rencontrer, je suis ému d'être inclus dans ce magazine pour la première fois. Je dessinerai mieux la prochaine fois. » Ce recueil, c'est donc le vrai point de départ de sa carrière professionnelle. Après des débuts prometteurs avec ses premières histoires courtes, le Jump lui offre l'opportunité de décrocher sa première sérialisation. C'est le Graal du jeune mangaka. Entre 1989 et 1990, il écrit et dessine Tende Showaru Cupid qui peut se traduire par un Cupidon pas si méchant. C'est une comédie romantique complètement décalée. Accrochez-vous parce que le synopsis est vraiment particulier. Dans cette histoire, on suit Ryuji Koinobori qui est le fils d'un grand chef yakuza. Dans leur famille, ils ont une particularité, c'est des obsédés qui enchaînent les conquêtes de père en fils. Le problème, c'est que le petit Ryuji est complètement désintéressé par les femmes. Du coup, pour son père, c'est un dépravé et il considère qu'il n'est pas digne de sa succession, le monde à l'envers. Pour remédier à ça, son père va engager un démon nommé Maria, dont la mission est de faire de Ryuji un obsédé digne de la famille. Je vous l'avais dit, c'est complètement décalé. Le manga connaît un petit succès d'estime, mais finit par s'essouffler après 32 chapitres. C'est à cette période que Togashi va vraiment endosser le rôle de mangaka et comprendre les difficultés d'une sérialisation. Après 3 tomes, il réalise qu'il n'aura pas assez de matière pour en réaliser un 4e. Et donc la Shueisha va décider d'inclure 2 anciennes œuvres qu'on a vues précédemment, Sensei wa Toshishita et Jura no Mizuki.
quelques années plus tard, quand Togashi parlera de cet épisode de sa vie, il dira qu'il ressentait beaucoup de pression liée au rythme de publication et regrette de ne pas avoir planifié l'intrigue jusqu'à la fin dès le départ. Quoi qu'il en soit, grâce à cette première sérialisation, il a goûté au grand bain, et les idées fusent dans sa tête. Il est maintenant prêt à attaquer sa prochaine œuvre, qui sera un tournant décisif dans sa carrière. On est en 1990, Togashi a 24 ans, il vient de clore sa première série et il a déjà été assez prolifique en one-shot. Son nom circule dans les couloirs du Jump et sa dernière expérience lui a permis de comprendre que pour tenir le rythme d'une sérialisation, il fallait penser l'intrigue dès le départ. Jusqu'à présent, il a essentiellement fait des histoires humoristiques, mais souvenez-vous, lui c'est un passionné de shonen, de fantasy et d'horreur. Et finalement, tous ses travaux jusque-là, c'était une sorte d'entraînement pour ce qu'il avait vraiment envie de faire. Il se sent maintenant prêt à travailler sur une histoire plus ambitieuse. Pour la créer, il va puiser dans sa fascination pour l'occulte et l'horreur. Il imagine alors une série d'enquêtes paranormales, dont le titre est Yu Yu Hakusho, qu'on pourrait traduire par Chronique du monde des esprits. C'est pas la traduction littérale, mais c'est la plus parlante à mon sens. Dans cette histoire, on suit Yusuke Urameshi, un délinquant de 14 ans qui meurt en sauvant un enfant d'un accident de voiture. Le truc, c'est que c'est un vrai lascar ultra impulsif, et faire preuve d'autant d'altruisme, c'était pas prévu par les autorités du monde spirituel. C'était pas censé être son heure. Il se retrouve coincé entre la vie et la mort, et doit passer des épreuves pour mériter une résurrection. Mais ça, c'est que le point de départ, parce qu'il va finalement devenir détective du monde des esprits, et devoir enquêter sur des phénomènes surnaturels qui affectent le monde des vivants. Les bases de Yu Yu Hakusho sont posées. Dès les premiers chapitres, Togashi impose son style. Il alterne entre tons sombres et légers et fait cohabiter fantômes, démons et humains dans le même monde moderne. Il crée aussi des personnages forts et très distincts qui permettent à peu près à tout le monde de s'identifier. Yusuke le voyou bagarreur, Kuwabara le comique de service, Ie l'assassin taciturne et Kurama le stratège. La série commence comme un récit d'enquête, mais rapidement Togashi l'a fait évoluer vers un pur shonen orienté combat. On va retrouver des tournois, des antagonistes de plus en plus puissants, des personnages qui développent des nouvelles capacités, etc. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'à cette époque, Dragon Ball est déjà publié depuis 1984 et a posé des codes qui deviendront la base du shonen neketsu. L'introduction du tournoi d'arts martiaux va faire décoller Yu Yu Hakusho. Togashi maîtrise aussi bien l'humour que la mise en scène de combats épiques. Les lecteurs vont plus que kiffer et chaque nouveau combat est plus qu'attendu. En quelques mois seulement, Togashi fait de Yu Yu Hakusho un vrai phénomène. Comme je vous l'ai dit, au moment de la sortie du Yu Yu Hakusho, Dragon Ball est déjà publié depuis quelques années, et Toriyama a complètement secoué le monde du manga. D'ailleurs, on peut faire pas mal de parallèles entre les deux œuvres, comme par exemple Hiei et Vegeta, qui sont tous les deux froids et sont d'abord des adversaires avant de devenir des alliés, ou encore le roi Enma et Koenma Jr., qui sont les deux des ponts entre les vivants et le royaume des morts. Et on sait aussi que le premier éditeur de Yu Yu Hakusho, Toshimasa Takahashi, et celui de DBZ, Kazuhiko Torishima, ont travaillé ensemble très étroitement. Toutes ces similitudes sont pas étonnantes. Togashi est un immense fan de Toriyama. Il le qualifiera même plus tard comme un dieu du manga. Dragon Ball a redéfini ce que pouvait être un manga shonen. L'énergie, les combats et le développement des personnages étaient quelque chose de nouveau et de rafraîchissant. C'était une œuvre qui a inspiré beaucoup d'entre nous. Dans un hommage en 2024, il redessinera la couverture du tome 5 de Dragon Ball où on voit Gon poursuivre Goku. Et sur Twitter, il y a des gars qui ont analysé la cover du tome 38 d'Hunter x Hunter qui serait aussi un hommage à Toriyama. Le 38 sur la veste de Gon évoquerait les termes japonais San plus Yatsu qui formerait le terme Saiyajin. Et la couleur orange serait en référence aux couleurs de Dragon Ball. Pour Togashi, c'est impossible de surpasser Dragon Ball. Alors quand il crée Yu Yu Hakusho, il fait en sorte de se différencier. C'est pour ça qu'il met l'accent sur l'aspect surnaturel et sur le développement psychologique des personnages. Même si Dragon Ball a beaucoup influencé la création du Yu Yu Hakusho, c'est important de souligner les différences entre les deux œuvres. Déjà, la personnalité du protagoniste Yusuke est quasiment à l'opposé de celle de Goku. Goku, c'est un personnage naïf, voire un peu enfantin, alors que Yusuke est plus sombre et sérieux. De manière générale, les personnages dans Yu Yu Hakusho sont complexes, et c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a aussi une spécificité de Togashi, qui en fait un génie. C'est cette volonté d'expliquer et détailler les univers qu'il crée. C'est pour ça qu'en général, on retrouve beaucoup de textes explicatifs dans ses mangas. Là où Dragon Ball a posé les bases du Neketsu, Yu Yu Hakusho vient ajouter une dimension psychologique et une noirceur supplémentaire. Les personnages qu'il a créés sont aussi très emblématiques et ont chacun une identité vraiment propre à eux. La série est publiée dans le Weekly Shonen Jump de 1990 à 1994 et s'étend sur 19 tomes. C'est un énorme succès puisque ça s'écoule à 78 millions d'exemplaires. C'est plus que Berserk ou Kenshin par exemple. En 1993, le manga reçoit même le prix Shogakukan dans la catégorie shonen. C'est une des récompenses majeures du manga au Japon et c'est une consécration pour Togashi. Comme tout manga à succès, Yu Yu Hakusho va avoir le droit à son adaptation, et c'est le studio Pierrot qui s'en charge. C'est eux qui ont notamment bossé sur l'adaptation de GTO, Bleach ou encore Naruto.
À l'époque de Togashi, leur premier fait d'armes c'était Urusei Yatsura ou l'Amo. L'anime marche plutôt bien et reçoit même quelques récompenses au passage. Il y a aussi un tas de dérivés. D'abord une série de 7 OAV produits entre 1993 et 1996. La plupart sont d'ailleurs réalisés par le studio Pierrot. Il y a également plus d'une vingtaine de jeux vidéo, de la Super Famicom à la Play 2, en passant par la Game Boy Advance. C'est souvent des jeux de combat, mais on peut retrouver aussi des RPG. Enfin, plus récemment, Netflix a sorti une série en live action. Je ferai pas de commentaires à ce sujet, vous savez déjà ce que j'en pense. En cette fin des années 90, Yu Yu Hakusho devient un manga culte pour toute une génération et Togashi une figure majeure du shonen. Derrière le triomphe, il y a le revers de la médaille. Le succès de Yu Yu Hakusho est tellement énorme que ça va dépasser Togashi. Il est épuisé. Encore jeune auteur, il prend le rythme infernal de la publication hebdomadaire en pleine face. Il ressent énormément de pression. Il travaille tellement que ça dégrade son hygiène de vie. Il commence à développer des graves troubles du sommeil et des douleurs thoraciques liées au stress. Il souhaite plus que tout retrouver une vie plus équilibrée, et il commence à se lasser de son œuvre. Il sent qu'il est allé au bout de son œuvre et il veut clore avec l'arc Black Chapter. Mais avec le succès de la série, les éditeurs du Jump lui mettent la pression pour continuer. Il développe alors l'arc des trois rois du monde des ténèbres, qui va expédier, ce qui va déboucher sur une fin très abrupte. Et c'est pour ça que c'est un arc très controversé chez les fans, qui jugent la fin absurde. Malgré tout le succès et la pression des éditeurs, Togashi en a marre et veut passer à autre chose. Avec la fin du Yu Yu Hakusho, c'est une page qui se tourne. Après des années à bosser comme un forcené, il fait une pause de quelques mois. Il est maintenant expérimenté, célèbre, et il a encore pas mal d'idées en stock. Un mois après l'arrêt de Yu Yu Hakusho, Togashi publie un livret inédit baptisé Yoshirin Depon. C'est un petit livret de 26 pages qui contient des illustrations inédites, des gags avec les personnages de la série, mais surtout une interview introspective où Togashi se livre sur son épuisement physique pendant la production. Il y révèle aussi des anecdotes étonnantes comme les premières idées autour du personnage de Hiei qui n'était à l'origine qu'un simple antagoniste temporaire. Yoshirin Depon, c'est un vrai carnet de bord intime de Togashi à une époque où les coulisses de la création d'un manga restent un mystère. C'est un document culte qui rapproche l'auteur de ses lecteurs. De ce que j'ai vu, ça n'a jamais été commercialisé, mais seulement distribué gratuitement à l'été 1994 au Comiket, un événement dédié au doujinshi. Après l'intense aventure Yu Yu Hakusho, Togashi prend quelques mois de repos avant de surprendre tout le monde. En 1995, au lieu de replonger dans un shonen de combat, il se lance dans un registre complètement différent, la science-fiction comique. C'est comme ça que naît Level E, une série courte en 3 tomes, publiée dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en 1997. Dans cette histoire, la Terre est peuplée d'extraterrestres dont les humains ignorent l'existence. Un prince alien, Baka, s'y écrase accidentellement. Devenu amnésique, il se retrouve chez un jeune étudiant et joueur de baseball. Le truc c'est que Baka est super intelligent et finit vite par s'ennuyer profondément. Pour tuer le temps et se divertir, il va se mettre alors à tourmenter les humains. On se retrouve avec un enchaînement d'histoires courtes à l'humour absurde. En plus de complètement changer de registre, Togashi s'impose un défi. Dessiner Level E sans assistant. C'est extrêmement rare dans le milieu. Forcément avec cette contrainte, finit la publication hebdomadaire et place à une publication mensuelle, ce qui est inhabituel dans le Jump à l'époque. Le style graphique est aussi beaucoup plus réaliste. Avec cette œuvre, il veut garder un contrôle total et mener une histoire du début à la fin comme il l'entend. C'est un vrai laboratoire narratif et artistique, et une vraie bouffée d'air pour lui. C'est un pari plutôt réussi, et même si l'œuvre n'a pas un gros succès commercial, c'est salué par la critique et bien accueilli par les fans de Togashi. Ce sera même adapté en animé en 2011, soit presque 15 ans plus tard. Cette fin des années 90, c'est vraiment un tournant pour Togashi. Il vient d'avoir un gros succès avec Yu Yu Hakusho, et il est artistiquement accompli grâce à Level E. Il a aussi pu reprendre des forces grâce au rythme de publication mensuel qu'il a obtenu. Mais c'est pas les seuls accomplissements. En août 1997, il fait la rencontre de sa vie lors d'une réception organisée par Kazushi Hagiwara, le créateur de Bastard. C'est là qu'il croise Naoko Takeuchi, la célèbre autrice de Sailor Moon. Entre le mangaka passionné de fantastique et la pionnière du shoujo magical girl, le courant passe immédiatement. Sailor Moon, pour rappel, c'est l'histoire d'Usagi, une collégienne qui devient la justicière Sailor Moon. C'est un gros carton à l'époque. Naoko Takeuchi, c'est une vraie icône de la culture manga. Elle remporte l'Anime Grand Prix en 1992 et le prix Kodansha dans la catégorie Shoujo en 1993, à la même époque où Yu Yu Hakusho de Togashi pète le score. Ensemble, ils forment un couple star au Japon. Ils se marient en 1999, à peu près au moment où Togashi lance Hunter x Hunter. Naoko l'aide même brièvement en tant qu'assistante sur les premières pages, et parfois même de manière ponctuelle. Même s'il a une carrière bien remplie, Togashi tient à sa vie de famille. Il prend le temps de partager des bons moments avec eux, d'aller au bowling, de jouer à des jeux de société, bref, il essaie d'être un bon papa et un bon mari. En 2005, ils publient même ensemble un livre pour enfants,
Obonu Toshibonu, écrit par Naoko et illustré par Togashi. Après la tornade du Yu Yu Hakusho, Togashi est heureux d'avoir pu mener au bout Level E. C'était une vraie bulle d'air, aussi bien artistiquement qu'au niveau du rythme de publication. Mais dans un coin de sa tête, il a toujours très envie de créer un grand récit d'aventure fantastique. Après avoir clos Level E en 1997, il revient en 1998 avec une nouvelle histoire originale, Hunter x Hunter. Avant d'attaquer le sujet, il faut qu'on fasse une petite mise au point. Le titre original se prononce bien Hunter x Hunter, mais c'est pas non plus la peine de faire les puristes. Je l'ai appelé Hunter x Hunter une bonne partie de mon adolescence, et je pense que c'est le cas de plein de gens. C'est pas parce que quelqu'un prononce pas le titre d'une œuvre dans sa version originale que ça le disqualifie d'avoir un avis sur le sujet. L'important, c'est l'œuvre. Dans cette nouvelle histoire, Togashi nous plonge dans un univers riche et foisonnant, peuplé de hunters, des aventuriers d'élite, qui parcourent le monde à la recherche de trésors, de créatures fantastiques ou d'autres secrets. Le protagoniste, Gonfrix, est un garçon de 12 ans, élevé sur une île reculée, qui découvre que son père disparu est en réalité un hunter légendaire. Il décide alors de partir passer l'examen des hunters et retrouver son père. Avec ce point de départ, Togashi pose les bases d'une grande épopée. Dès les premières publications, le public est conquis et les chapitres sont régulièrement dans le top dans les sondages du Jump. Entre les codes classiques du shonen et la patte de Togashi, le manga se distingue. À peu près au même moment sortent Naruto et One Piece. Bleach, qui complétera le Big Three, sortira 3 ans plus tard. D'ailleurs, petite réflexion personnelle, j'ai jamais compris pourquoi on parlait pas plutôt de Big Four. Hunter x Hunter, il mérite largement sa place. Personnellement, je mets Hunter au-dessus des 3 autres, même si les autres, c'est des œuvres que j'adore. Et d'ailleurs, que ce soit Oda ou Kishimoto, les deux ont un profond respect pour Togashi. J'en ai parlé dans les vidéos consacrées à chacun. Entre Gon, Kirua, Kurapika et Léolio, on a une équipe de choc, avec des personnalités bien différentes, qui attirent un public large. Avec Hunter x Hunter, Togashi confirme son statut de maître du shonen, et renoue avec le succès. Ça commence à être un habitué. Le succès est tel qu'en 1999, à peine un an après la première publication, il y a déjà une adaptation en animé. Le manga devient encore plus populaire, et ça permet même à l'œuvre de dépasser les frontières japonaises. Le phénomène devient rapidement international. À ce jour, le manga s'est écoulé à environ 85 millions d'exemplaires, plus que Fullmetal Alchemist ou Olive et Tom. C'est encore un meilleur score que Yu Yu Hakusho, une vraie prouesse pour un mangaka, et rares sont ceux qui ont réussi à marquer la jeunesse avec plus d'une œuvre. L'histoire d'Hunter, elle avait commencé à germer dès la fin du Yu Yu Hakusho. Pour se donner de l'inspiration, Togashi regarde et analyse les mangas du top classement du Jump. Rapidement, il arrive à la conclusion qu'il doit créer une œuvre où le combat est au centre de l'histoire. Il avait déjà bien exploré cette dynamique avec Yu Yu Hakusho, et les idées lui viennent assez rapidement. Mais Hunter se distingue sur plusieurs points. D'abord, le personnage de Gon colle beaucoup plus au shonen classique, à savoir un personnage assez naïf et enfantin, loin de Yusuke qui est plutôt un anti-héros. C'est assez unique dans son œuvre car Togashi adore les personnages nuancés qui portent une part d'ombre. C'est d'ailleurs le rôle que joue Kirua. On peut noter aussi un grand souci du détail, avec beaucoup de descriptions de l'univers, comme par exemple une carte du monde ou encore un alphabet créé par Togashi lui-même. Enfin, avec Grid Island, Togashi intègre pleinement sa passion pour les jeux vidéo. On retrouve aussi pas mal d'easter eggs. Par exemple, dans une scène, la fille Zoldyck tient une poupée Sailor Moon, un petit clin d'œil à sa tendre femme. Ici, Kurapika tient un porte-clés à l'effigie de Pooh de Yu Yu Hakusho. Ou encore le roi des Chiméras Ants qui fait fortement penser à celle dans DBZ. Avec Hunter x Hunter, Togashi donne tout ce qu'il a et mêle sa passion à son récit d'aventure. Au départ, Hunter x Hunter s'inscrit pleinement dans la tradition des grands shonen d'aventure. Mais rapidement, Togashi se distingue avec des arcs narratifs complètement différents, aussi bien au niveau du ton que du style. Il aime sortir le lecteur de sa zone de confort. L'examen des Hunters pose les bases d'un parcours initiatique classique, mais très rapidement, on comprend qu'on est dans un univers impitoyable et plusieurs personnages y laissent leur peau dès le départ. Juste après, on découvre une des familles les plus stylées de la planète manga, la famille Zoldyck. Entre leur character design et leur personnalité, c'est un vrai shot d'aura. Je vais pas aller plus loin sur le sujet parce que ça mérite une vidéo complète. Vient ensuite la Tour Céleste, l'arc de tournoi où Togashi introduit un système de pouvoir complexe, le Nen. C'est une énergie vitale qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres sous d'autres noms, comme le chakra, le ki, etc. Togashi la détaille avec une rigueur quasi scientifique. Personnellement, c'est le système de pouvoir que je trouve le plus complet et intéressant, tout manga confondu. Si t'es un fan d'Hunter, tu t'es forcément déjà demandé de quel type de Nen t'étais. Renforcement, émission, transformation, matérialisation, manipulation et spécialisation. Encore une fois, on pourrait en faire une vidéo complète tellement il y a de choses à dire. Dans l'arc suivant, York New City, on change complètement de ton et on se retrouve limite dans un thriller mafieux. C'est beaucoup plus sombre. C'est centré sur Kurapika et sa quête de vengeance. Togashi introduit alors ce que je considère comme le groupe d'antagonistes le plus charismatique de l'univers manga, la Brigade Fantôme. Je sais que je me répète, mais pareil que pour le Nen, je pourrais en faire une vidéo complète.
Entre Kuroro, Feitan, Hisoka ou même Uvogin, ça déborde de flow et de puissance. Presque chaque membre pourrait être le sujet d'un arc complet. On avance encore et on se retrouve dans l'arc Grid Island. On change encore de décor et de style. Les héros sont cette fois téléportés dans un jeu vidéo grandeur nature. On passe tout simplement du Neketsu à l'Isekai. J'en dirai pas plus sur cet arc, je l'ai pas trouvé particulièrement captivant, mis à part 2-3 éléments qui nous font avancer dans l'intrigue globale. Parce que oui, on le perd peut-être un peu de vue, mais le but initial c'est de retrouver le père de Gon. Dans l'arc suivant des Chimera Ants, on bascule carrément dans une épopée de guerre où le sort de l'humanité est en jeu. Comme pour Grid Island, je l'ai pas trouvé captivant, mais il y a quelques scènes épiques qui font passer la pilule. Je pense notamment au combat de Netero et à son histoire. C'est toujours un pur kiff d'en savoir plus sur des personnages aussi charismatiques. On termine avec le dernier arc, toujours en cours, le continent noir. Je vais pas m'attarder dessus, la seule chose que je peux dire c'est qu'on a quand même fait des gros bonds en avant dans l'intrigue principale et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc voilà, entre l'aura de la famille Zoldyck, la complexité du naine et le flow de la brigade fantôme, vous l'aurez compris, Togashi a créé quelque chose de vraiment unique et ultra qualitatif. Il intègre une composante psychologique très avancée et il est abondant en détails sur chaque sujet. Il s'est efforcé de créer un univers cohérent, riche et super vaste. On a parlé du manga et de l'anime sorti en 1999, mais Hunter x Hunter connaît plusieurs adaptations. La première version de l'anime de 1999 couvre les premiers arcs et s'étale sur 62 épisodes. Dans la foulée, il y a 3 OAV qui sortent de 2002 à 2004. Toutes ces premières adaptations sont gérées par le studio Nippon Animation, ceux qui avaient déjà réalisé des séries de notre enfance comme Maya l'abeille, Booba ou Tom Sawyer. Il y a une seconde adaptation, réalisée cette fois par le studio Madhouse en 2011, qui reprend l'histoire depuis le début jusqu'à l'arc de l'élection. C'est une version qui est saluée par la critique pour sa qualité d'animation et sa fidélité au manga. Ça a permis de séduire un nouveau public. On a ensuite 2 films d'animation qui sortent en 2013, Hunter x Hunter Fantôme Rouge et Hunter x Hunter The Last Mission. Et toute une série de jeux vidéo entre 2001 et 2025 sur toutes les consoles. Je parle même pas de tous les produits dérivés, jeux de cartes, etc. On peut parler d'une vraie franchise. J'arrive maintenant au sujet qui fâche, et que tout fan de Hunter x Hunter connaît par cœur. Les coupures à répétition de la série, qu'on appelle aussi des hiatus. Depuis ses débuts en 1998, Togashi a un rythme hyper soutenu. On l'a vu à travers plusieurs vidéos de la chaîne, le rythme de travail des mangaka au Japon est quasi inhumain. C'est des monstres de travail et ils mettent clairement leur vie de côté pour pouvoir assumer la charge de travail. Togashi en avait déjà souffert avec Yu Yu Hakusho et ça avait beaucoup impacté sa santé. Mais à partir de 2006, ce qui correspond au tome 23, la parution de Hunter x Hunter devient chaotique. Et on parle pas de quelques semaines, parfois 1 an, même 2 ans sans le moindre chapitre. 今ですね、10月ぐらいからハンターハンターの、アニメが始まってまして、みんな見ててくれると嬉しいんですけれども、ジャンプの方とちょっとだけ内容が違ってたりして、お得感がありますのでぜひ楽しんでください。 Malheureusement, beaucoup de gens manquent d'indulgence et n'ont pas du tout conscience du travail et de la pression que ça représente. Ils se mettent à critiquer Togashi en disant qu'il serait trop occupé à jouer à Dragon Quest ou qu'il manquerait de motivation. Ils ressortent souvent cette photo pour l'attaquer et le traiter de fainéant. D'ailleurs, il fait preuve d'autodérision puisqu'il se met en scène lui-même à travers un autre personnage dans Grid Island. Il y a aussi ce graphique où les fans ont consigné en bleu les parutions dans le Jump et en rouge les absences. La vérité est bien plus grave. Il souffre de lourds problèmes de dos au point de ne plus pouvoir s'asseoir pour dessiner. Comme on l'a vu avec Tende Showaru Cupid, Togashi supporte pas qu'on lui mette trop la pression pour travailler. C'est pas un mangaka docile qui va se plier aux ordres de l'éditeur. Il préfère travailler à son rythme pour pouvoir fournir un travail de qualité. C'est d'ailleurs ce qu'il a pu faire avec Level E où il a soigné le dessin et duquel il a tiré une vraie satisfaction. Il n'hésite pas d'ailleurs à stopper les séries brutalement comme on l'a vu avec Yu Yu Hakusho. Il parle d'ailleurs de ça dans une interview en disant que son personnage préféré de la brigade fantôme c'est Kuroro, notamment parce qu'il a jamais cherché avec le chef et qu'il accepte sa condition sans broncher. J'aime les personnalités qui se disent « c'est ainsi donc je vais faire de mon mieux » car je n'ai pas ces qualités. Si quelqu'un prend des décisions qui vont contre ma volonté, alors je deviens abrupt, désintéressé et démotivé. Et donc malgré le succès de Hunter et son plaisir à le créer, les problèmes de santé qu'il avait déjà développés quelques années auparavant reviennent à la charge. Dans une lettre ouverte en 2022, il explique qu'il est impossible pour lui depuis 2 ans de s'asseoir sur une chaise, qu'il a même des difficultés à se laver correctement aux toilettes et qu'il lui fallait 3 à 5 fois plus de temps pour accomplir les tâches quotidiennes. Tout ça à cause de douleurs aux hanches, au dos mais également à la main droite. Ça lui arrive même de dessiner allongé. Malgré tout, Togashi n'a jamais abandonné et il le dit lui-même, Hunter x Hunter ira jusqu'à sa fin. Et rien que pour ça, on continue d'attendre, avec patience, respect et surtout avec empathie. Après plusieurs années de silence radio, Togashi crée la surprise en 2022 en ouvrant un compte Twitter.
Son apparition soudaine sur les réseaux sociaux déclenche une véritable explosion d'enthousiasme parmi les fans du monde entier. En l'espace de 24 heures, Togashi attire plus d'1 million d'abonnés et ce chiffre double en 3 jours à peine. C'est un record pour un mangaka sur Twitter. En quelques semaines, son compte dépasse les 3 millions de followers. Sur Twitter, il partage régulièrement des photos de brouillons et de pages en cours d'ancrage, et confirme ainsi qu'il a repris le travail sur Hunter x Hunter. Chaque photo qu'il publie affole la communauté et ravive l'espoir de voir la suite. Parallèlement, en juillet 2022, une grande exposition intitulée Puzzle est annoncée à Tokyo pour célébrer l'ensemble de sa carrière. A cette occasion, Togashi sort de sa réserve et communique plus ouvertement sur son état de santé. La fin de l'année 2022 marque un tournant. Togashi réussit à publier un lot de 10 chapitres, ce qui porte la série au tome 37 fin 2022. C'est un retour inespéré après quasiment 4 ans d'interruption. C'est accueilli triomphalement par les lecteurs. La reconnexion via Twitter a joué un rôle clé dans cet accomplissement. Ça a permis à Togashi de partager en temps réel l'avancée de ses planches et de sentir la force transmise par ses fans. Même si Togashi nous a rassurés sur l'avancement d'Hunter x Hunter et sur sa volonté à le mener jusqu'au bout, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Pour répondre à ses doutes, il a rédigé une lettre explicative diffusée en 2023 sur Asahi TV pour nous donner plus de détails. Il est conscient de sa santé fragile et de l'incertitude sur l'achèvement de son œuvre. Il nous révèle alors qu'il a imaginé 3 scénarios possibles pour la fin, qu'il nomme A, B et C. Selon lui, chaque dénouement est plus ou moins satisfaisant pour les fans. Le scénario A, c'est celui qu'il juge le plus logique et satisfaisant. Lui avoue affectionner particulièrement le scénario C, qui est beaucoup plus audacieux et clivant, mais il pense que c'est celui qui déplaira le plus à la majorité. Enfin, il révèle un scénario secours nommé D, qu'il a écrit au cas où il pourrait pas mener lui-même le manga à son terme. Dans celui-là, il évoque la descendance de certains personnages principaux et d'un passage de relais à la génération suivante. Il dit qu'il préférait ne jamais avoir recours à scénario, mais qu'il existe au cas où il arriverait le pire. Ses confidences montrent à quel point il pense aux fans et que malgré les difficultés, il reste attaché à son œuvre et veut éviter à tout prix de laisser les lecteurs sans réponse. Quoi qu'il arrive, Hunter a déjà marqué toute une génération et son héritage continuera de briller dans les années à venir. Pour mieux cerner Togashi, c'est important de comprendre son rapport au dessin. Il ne se considère pas du tout comme un bon dessinateur. Pourtant, son trait a évolué au fil des œuvres et montre une vraie flexibilité dans son style. Depuis ses débuts, il varie les approches graphiques. Des personnages ronds façon shoujo dans Okami no Tekawa Kunai, des traits plus angulés et dynamiques dans Yu Yu Hakusho, ou un style plus réaliste et sobre dans Level E. Il s'adapte à chaque ton, chaque ambiance. Dans Hunter x Hunter, son trait devient plus minimaliste, surtout en période de prépublication. Certaines planches sont comme inachevées, presque comme des brouillons. Mais il les retravaille toujours pour les éditions reliées en ajoutant des détails et des décors. C'est pas juste une question de santé, même si ses douleurs l'ont souvent freiné, mais c'est un vrai choix assumé. Il préfère faire un maximum de choses seul et limiter le nombre d'assistants pour garder un contrôle total. Un ancien assistant, Kunio Hajino, témoigne d'ailleurs que Togashi était un patron généreux et attentionné envers son staff, ce qui peut contraster avec son image de créateur solitaire. C'est aussi pour ça que la qualité de ses rendus est très variable. Il peut livrer des planches ultra détaillées, puis des pages très épurées dans un même chapitre. Il n'hésite pas d'ailleurs à tacler ses propres dessins. あとそれから原稿を書いたりしてるわけなんですけれども、最初はこんな感じで紙にですねアイデアをいろいろ考えながらどんな構図にしようかなとかどんな風に喋って。 C'est parfois un peu déroutant, mais pour Togashi, l'essentiel réside dans le scénario, sur lequel il est intransigeant. Chez Togashi, tout commence par le scénario. Chaque case, chaque dialogue, chaque silence a un sens. Il aime tellement l'écriture qu'on peut même voir parfois des romans entiers dans les cases sur certaines planches. Il en oublierait presque de dessiner. Il est si perfectionniste qu'il refuse qu'on modifie ne serait-ce qu'un mot dans ses bulles. Un de ses éditeurs raconte d'ailleurs n'avoir été réprimandé qu'une seule fois pour avoir changé une réplique sans son autorisation. Togashi construit ses récits comme des labyrinthes narratifs. Ses histoires sont marquées par une constante expérimentation. Tournois d'arts martiaux, examens impitoyables, jeux de cartes grandeur nature, chaque arc devient un nouveau terrain de jeu avec ses propres règles. Togashi adore jouer avec la structure elle-même. Narrateur omniscient, faux climax, rupture de ton, bref, il se refuse de rien. Ses méchants le sont jamais totalement. Sensui ou Meruem remettent en question nos certitudes morales. Quant aux thèmes du shonen classique comme l'amitié ou la famille, ils prennent chez lui une tournure plus ambivalente, et parfois même sombre. Quand on voit la complexité du système de Nen, l'immensité et la richesse du monde d'Hunter x Hunter, ou encore l'ensemble des règles dans Grid Island, on comprend que Togashi ne se contente pas de dessiner une aventure, mais qu'il aime créer des systèmes et les rendre crédibles. Après avoir retracé le parcours de pas mal de mangaka sur la chaîne, il y a 2 qualités humaines qui reviennent systématiquement, l'humilité et la discrétion. Et Togashi échappe pas à la règle. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos ou vidéos inédites de lui. Il n'y en a quasiment aucune. Il apparaît rarement en public et accorde peu d'interviews. Ce mystère, ça a forgé son aura. Ceux qui l'ont approché le décrivent comme un homme réservé, presque timide.
Malgré ce que certains ont pu dire à cause de ses absences prolongées, ses collaborateurs décrivent quelqu'un de bienveillant et à l'écoute. Loin du gars aigri qu'on a voulu nous présenter à un moment. Il a beaucoup d'autodérision et n'hésite pas à se mettre en scène de manière détournée, comme par exemple dans cette scène de Grid Island dont on a déjà parlé avant. Mais aussi en utilisant une tête de chien qu'il introduit en fin de chapitre. Avec tous ces indices, on comprend que Togashi a beaucoup d'humour. Dans le paysage du manga, Togashi occupe une place à part. Là où d'autres mangaka ont bâti leur légende sur la régularité, lui s'est distingué par sa liberté créative et sa capacité à surprendre. Malgré ses poses fréquentes, il bénéficie d'une admiration unanime. Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter sont devenus des références pour toute une génération d'auteurs, de Masashi Kishimoto à Eiichiro Oda. D'ailleurs, Togashi et Kishimoto se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un assistant de Togashi, et l'une de leurs premières rencontres s'est faite dans un restaurant d'Yakiniku. À ce moment-là, Togashi avait déjà lu quelques chapitres de Naruto, et trouvait le manga très intéressant et bien dessiné. Durant cet échange, Kishimoto déclare avoir reçu pas mal de conseils sur son processus de création, et Togashi l'a même emmené dans son atelier après le restaurant. Il y a aussi d'autres auteurs qui revendiquent son influence directe, comme G.G. Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, notamment avec l'arc Sensui. Je vais en citer un dernier, c'est Nobuhiro Watsuki, le créateur de Kenshin le Vagabond, qui citera lui aussi Yu Yu Hakusho comme une influence. Je vais pas trop m'attarder sur Watsuki, parce qu'il a été condamné en novembre 2017 pour détention de photos très bizarres. Je pense que vous avez capté. Donc voilà, je suis grave d'écouter parce que Kenshin c'est quand même un classique, mais on peut pas fermer les yeux sur ce genre d'acte. En 2008, Togashi figurait dans le top 5 des mangaka préférés des japonais du sondage Oricon, à égalité avec Oda. Et même s'il publie moins, chaque œuvre résonne durablement. En somme, Togashi n'a peut-être pas le volume, mais il a l'impact. Du petit garçon de Yamagata qui griffonnait des monstres dans ses cahiers au mangaka devenu une légende, le parcours de Yoshihiro Togashi est celui d'un créateur animé par une passion brûlante à raconter des histoires. Si son nom résonne aujourd'hui dans le monde entier, c'est pas simplement pour ses succès commerciaux ou ses personnages cultes, mais pour l'empreinte profonde qu'il a laissée dans le cœur des lecteurs. Togashi, c'est un style unique, un sens du récit affûté et une volonté farouche de jamais trahir sa vision. Même lorsqu'il livrait des planches inachevées ou qu'il disparaissait des radars pendant des années, les fans continuaient d'attendre, de relire et d'y croire. Car derrière chaque case se cache une sincérité rare, celle d'un artiste entier parfois tourmenté. Son œuvre a redéfini le shonen en explorant des thèmes plus sombres, des morales plus ambiguës et des récits plus complexes. Et même si l'avenir d'Hunter x Hunter reste incertain, une chose est sûre, l'héritage de Togashi est déjà immense. Il vit dans les bibliothèques, les mémoires et les nouvelles générations d'auteurs qui l'inspirent chaque jour. Dans une interview, il conseillait « Pensez manga 24 heures sur 24, 365 jours par an ». Un mot d'ordre qui résume toute sa vie, rêver, dessiner, raconter et surtout transmettre. Alors peu importe combien de chapitres il nous reste à lire, les histoires de Togashi continueront de vivre longtemps après la dernière page tournée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de replonger dans les œuvres de Togashi, et sur ce je vous dis à la prochaine.